table ronde qui va clôturer donc cette journée de convergence et des psychologues en lutte. Donc cette table ronde s'appelle Convergence des luttes. Et donc je vais vous la présenter en quelques mots. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, mais aussi celles qui l'ont précédée, organise, planifie la casse des métiers, attaque les collectifs, les conditions de travail, fragmente le lien social dans une logique de profit au détriment du bien public. Le constat est implacable. Implacable de cette brutalité qui met en cause notre démocratie et nous confronte à un sentiment d'impuissance. Que pouvons-nous faire? Je crois que c'est la question qui nous taraude. Sinon, créer de la solidarité là où les gouvernants nous mettent en concurrence. Relancer la pensée alors même qu'elle est empêchée. Partager de l'information quand les médias sont aux ordres et appartiennent à 90% à des monopoles capitalistes. Soutenir les luttes et les résistances quand la peur est instrumentalisée, quand l'autoritarisme du pouvoir induit de la soumission volontaire. Les stratégies de résistance et de défense des acquis ne sont plus suffisantes pour faire face au rouleau compresseur néolibéral. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent et indispensable d'empêcher la marche vers la barbarie, vers la déshumanisation. Lorsqu'on supprime des milliers de lits d'hôpitaux, lorsqu'on exploite la misère dans les EHPAD, ce n'est rien d'autre que de la barbarie, de l'inhumanité, de la brutalité. La nécessité d'une convergence s'impose alors pour construire un autre possible, pour faire surgir de l'improbable, pour sortir de l'injonction « there is no alternative », pour composer de nouvelles forces et initiatives. Mais qu'est-ce que la convergence ? Je me référerai en introduction donc à une personne que j'aime beaucoup, un helléniste, un philosophe, un résistant, Jean-Pierre Vernant, qui définissait l'homme pont. Cet homme pont qu'il fut plus que tout autre et qu'il a défini comme forme de résistance. Peut-être que ça rejoint ce que dit aussi Roland Gori sur la question du pont-levis. Converger ne serait-il pas faire pont entre les rives du même et de l'autre pour, je cite, au-dedans de soi, ne pas céder, ne pas plier, ne pas renoncer, être le grain de sable que les plus lourds engins, écrasant tout sur leur passage, ne réussissent pas à briser. Parce que, comme je l'ai dit ce matin, nous n'y arriverons pas seuls. Parce que ce que nous défendons aujourd'hui relève d'un enjeu sociétal, politique et anthropologique. Quand je dis anthropologique, je pense quand même à ce métier de psychologue que nous défendons avec force et engagement. Le métier de psychologue, c'est un engagement. Un engagement dans la rencontre. Un engagement dans le monde aussi. Nous ne vivons pas, nous ne pratiquons pas dans des cabinets isolés du monde. Nous faisons partie du monde. Et je crois que cet engagement est indispensable. Évidemment, quand je parlais de politique, c'est un engagement politique, au sens noble du terme. Donc, en tant que psychologue, nous devons être engagés. Ça fait partie de notre métier. Sinon, il n'y a pas de rencontre possible. Il ne peut pas y avoir de transfert, comme on dit en psychanalyse. Donc, il nous a semblé important aujourd'hui d'entendre d'autres professionnels qui, sur le terrain où ils exercent, sont également attaqués, mis à mal, perdent le sens de leur mission, confrontés à cette violence des gouvernants. Je cite une phrase aussi qui définit bien ce que Jean-Pierre Vernant était. Il avait gardé la certitude qu'en politique, les catastrophes ne surviennent jamais à l'improviste et qu'elles sont toujours le fruit empoisonné de renoncements successifs et d'accommodements répétés.
Prendre soin du présent, c'est aussi travailler à ce que reste ouvert, les trois passages par lesquels peuvent surgir d'imprévisibles réveils et d'improbables sursauts. Pour débuter cette table ronde, je vais donc donner la parole, et je remercie de leur présence donc les intervenants que nous avons conviés. Je voudrais excuser Bruno Chaudret qui devait être parmi nous aujourd'hui. Bruno Chaudret qui est directeur de recherche émérite au CNRS, chimiste et physicien, et qui devait nous parler de ce qu'il vit sur son terrain dans le milieu de la recherche. Donc il n'est pas là avec nous, mais nous avons une pensée pour lui, et en tout cas il s'excuse de ne pas être là. Voilà, donc je vais passer la parole à Véronique Pupier, qui est orthophoniste et syndicat à la Fédération des orthophonistes de France, et qui va nous parler de ce qu'elle vit et de sa lutte. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc là, je représente la Fédération des orthophonistes de France, qui est un syndicat professionnel d'orthophonistes qui travaille en libéral, mais aussi en salariat. Et pour nous, ce double mode d'exercice est très important puisque nous concevons que c'est complémentaire et que les deux sont indispensables. Par rapport à ce que j'ai entendu précédemment, donc je précise du coup que l'orthophonie est une profession qui a 5 ans d'études depuis 2013, et nous sommes régis par le Code de la santé publique. Nous sommes conventionnés avec la sécurité sociale, et donc les soins en libéral sont remboursés. Voilà quelque chose qui est différent. Je vais essayer de mettre l'accent sur ce qui nous est commun aujourd'hui, puisque c'est la raison pour laquelle nous avons été invités. Donc, la FOF soutient une orthophonie du soin qui, par le respect de la liberté des professionnels, permet un soin humaniste du patient. La FOF défend une orthophonie qui propose un espace et un temps protégé dans lesquels la relation thérapeutique permet de dépasser les injonctions de tout ordre. La FOF défend une orthophonie plurielle. Elle propose aux professionnels un espace pour penser, pour construire et s'autoriser à dépasser l'hégémonie de la bonne pratique, pour accueillir des courants multiples et ou nouveaux, dans un enrichissement commun, par le partage d'expériences individuelles et collectives, sans rien récuser a priori et sans faire l'économie de la réflexion sur leur pertinence et leur intérêt thérapeutique. La FOF propose un lieu de partage et de soutien pour que chaque professionnel puisse garder du sens à sa pratique. La question du sens, elle est essentielle aujourd'hui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les orthophonistes désertent les hôpitaux et les institutions médico-sociales. Et malheureusement, ce n'est pas la seule profession. Alors moi-même, je travaille en pédopsychiatrie, et il y a encore des orthophonistes qui travaillent dans les services hospitalo-sociaux. Néanmoins, voilà, les difficultés auxquelles on se trouve confronté sont communes à tous les orthophonistes, à savoir les demandes croissantes, les listes d'attente de plus d'1 an, que ce soit dans les institutions ou en libéral. Donc, faisant ce constat, nous nous demandons mais pourquoi toutes ces demandes? Il s'avère que les enfants et les adultes, mais en l'occurrence les enfants, sont témoins des grandes difficultés que nous traversons actuellement. S'ils sont aussi mal aujourd'hui, c'est aussi parce que leurs familles sont mal, qu'il y a des souffrances qui s'accumulent, précarité économique, précarité sociale, difficultés linguistiques également, défaut d'accueil à l'école, qui elle-même est en souffrance. Les RASED sont bien amoindris et rendent difficile l'adaptation pédagogique dont devraient pouvoir bénéficier les enfants. L'aide sociale à l'enfance elle-même est en grande souffrance, et les PMI ont été largement affaiblis. Donc tout cela fait que les difficultés s'accumulent pour les enfants, donc, qui arrivent avec des difficultés de langage. Il manque aussi de professionnels.
et de place dans les structures de soins médico-sociales. Donc tout cela nous donne l'impression d'un sabotage, car si le gouvernement chercherait à faire que les soignants fuient les hôpitaux et les institutions médico-sociales, ils ne s'y prendraient pas autrement. Alors, qu'est-ce que cela cache? Est-ce que ce serait une fin de la fonction publique, comme c'est le cas de beaucoup d'autres services publics, vers une privatisation? Mais alors, quid du soin inconditionnel pour tous, de la non-marchandisation de la santé? Donc, le gouvernement propose des solutions comme le conventionnement des orthophonistes libérales avec les institutions pour tenter de pallier le manque d'orthophonistes. Mais il faut savoir que les orthophonistes en libéral sont déjà submergés et que les patients ont vraiment besoin d'un travail d'équipe, qu'on ne peut pas recevoir seul un patient en souffrance et sa famille et tous les liens que le travail nécessite avec d'autres partenaires tels que l'école par exemple. Se pose la question de l'inclusion scolaire à laquelle on ne donne pas les moyens pour bien fonctionner. Par exemple, dans beaucoup d'écoles, il n'y a pas suffisamment d'accompagnants pour élèves en situation de handicap, AESH. Et pourtant, il y a une indication de scolarisation à tout prix, ou pas suffisamment d'enseignants, car il n'y a pas assez de recrutement peut-être. Les orthophonistes sont très sollicités pour faire des bilans, pour soutenir des projets d'aménagement pédagogique. Mais nous nous interrogeons, est-ce que nos enseignants n'auraient pas une liberté pédagogique? Ils pourraient eux-mêmes déjà imaginer des façons d'accueillir les enfants et de pouvoir enseigner à tous. Est-ce qu'il y a besoin d'un tampon de l'orthophoniste pour absolument tous ces dossiers? D'autant plus que pour beaucoup de demandes, il s'agit uniquement d'un bilan, mais pas de suivi derrière. Or, pour nous, le bilan est la première étape du soin, c'est-à-dire l'étape de la rencontre, de l'écoute du patient, de son histoire, de la demande et de comment nous allons accompagner cet enfant dans la durée, puisque les choses demandent du temps. Donc, nous assistons à une pathologisation des troubles des apprentissages qui sont reconnus, qui sont dépistés, mais pour lesquels, derrière, il n'y a pas les moyens de soigner. Donc, il y a aussi des plateformes qui sont en train d'être mises en place, plateformes de coordination et d'orientation. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit seulement d'un problème d'organisation et de méthode? Pourquoi est-ce que autant d'enfants sont en attente? Pourquoi est-ce que les suivis durent si longtemps? Est-ce parce que nous travaillons mal? Bon, c'est l'hypothèse qui prend le dessus pour l'instant. Sauf que les retours de terrain que nous avons, à commencer par la Nouvelle-Aquitaine, montrent que l'installation de ces plateformes se fait sans l'avis des professionnels, que les cahiers des charges sont imposés et orientent les soins en priorité vers des enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental, écartant tout le reste. Bien sûr, sans prendre en compte aussi la question du sens du travail pour les professionnels. Voilà, les enfants ne peuvent pas être segmentés en compétences qu'il faudrait réparer. Et les professionnels non plus ne peuvent pas être segmentés. On fait un bilan par-ci, on fait une séance par-là. Les choses ne fonctionnent pas en additionnant comme ça. Donc, d'autant plus que les soins sont limités à 1 an, reconductibles d'une nouvelle année. Et ensuite, que se passe-t-il? Bien, les enfants reviennent, sont réadressés vers les CMPP, vers les CAMS, vers les CMP. D'ailleurs, quand un enfant est reçu sur une plateforme, que son dossier est traité par un coordinateur, en fait, il n'est plus dans la liste d'attente du CAMS ou du CMPP. Hein. Donc, c'est comme si, ça y est, il avait une solution. Et c'est aussi... Très bien. C'est aussi quelque chose qui rend difficile l'argumentation du besoin de professionnels supplémentaires. Donc, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Parce que nous sommes contre cette case des métiers, nous sommes contre la case du soin institutionnel pour une prise en compte globale du patient.
pour une prise en compte du patient dans sa singularité, dans son cheminement développemental, pour un sens du métier, pour un travail d'équipe, pour des liens qui resserrent, des liens qui soignent. Et donc, il y a beaucoup d'actions à mener pour ça. Ça peut être déjà se renseigner, s'informer, discuter. Oui, nous sommes dans une société où on a le droit de ne pas être d'accord, le droit d'en parler. Et nous pouvons faire connaître nos difficultés, faire connaître les choses qui nous semblent importantes pour ce soin, les salaires. C'est une question importante, une revendication que nous pouvons légitimement porter tous. Donc, grâce à de nombreuses manifestations, à des actions intersyndicales depuis de nombreuses années au niveau des orthophonistes, nous avons pu obtenir une revalorisation salariale qui est encore trop maigre, mais qui permet aussi de se rencontrer et puis de résister, de rester là. Je voudrais souligner aussi la ténacité des orthophonistes de Reims qui ont fait grève pendant 9 semaines consécutives à raison d'une journée par semaine et qui ont pu obtenir aussi, malgré le peu de choses qui étaient possibles, une reconnaissance de leur qualification. Et chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est la notion de métier qui nous est chère et de qualification, puisque nous avons une formation spécifique et il s'agit de même pour beaucoup de professions, dont les psychologues, et c'est ces qualifications qu'il faut défendre en travaillant main dans la main avec d'autres professionnels aussi. Et c'est lors des rencontres comme ça que ça redonne espoir et puis qu'on retrouve aussi le sens de pourquoi on a choisi ce travail, pourquoi on a choisi ce métier, au service de qui est-ce qu'on travaille. Et donc, je rejoins ce que disait Marie Bacchini précédemment. Il s'agit bien de questions politiques. Et donc, quelles actions peut-on mener? Rencontrer les élus, des députés, des sénateurs, peut-être profiter aussi de cette campagne présidentielle pour amener les sujets qui nous semblent importants, puisque non, il n'y a pas que le Covid, il s'agit aussi d'avoir un projet de société, notamment tourné vers les enfants. Et aujourd'hui même se tient le forum du CEP en France, donc construire ensemble la politique de l'enfance, dont la FOF est partenaire et auquel j'étais ce matin. Mais voilà, parce que ces enfants sont l'avenir de notre société. Alors pour conclure, puisqu'il est encore temps, nous vous souhaitons à tous une intelligence collective et des luttes victorieuses ou une intelligence victorieuse et des luttes collectives, au choix. Je passe la parole à Émilie Marin, magistrate honoraire, membre du syndicat de la magistrature, qui nous parle depuis Zoom. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ça va? Voilà, bon, donc moi je suis magistrat, j'ai été essentiellement magistrat pénaliste dans ma carrière. Je voulais vous parler rapidement, dans le temps imparti bien sûr, de la question des métiers du régalien. Par ailleurs, je dois dire aussi que je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature. Alors, dans les métiers du régalien, souvent, c'est quelque chose qui est assez ignoré parce que ce sont des métiers qui peuvent être extrêmement contestés et contestables souvent dans leur pratique. Il existe un malaise extrêmement important et bien des points qui peuvent être rapprochés de ce que vivent notamment les psychologues ou les orthophonistes, comme on vient de l'entendre. Métier du régalien, c'est-à-dire policier, gardien de prison, enfin surveillant pénitentiaire, comme on dit maintenant, greffier, éducateur de la PJJ notamment, et magistrat. Ce qui est très, très étonnant, c'est de voir que dans tous ces métiers, il y a un phénomène nouveau. D'abord, c'est une très grosse crise du recrutement, sauf dans la magistrature où le concours reste extrêmement sollicité par beaucoup de candidats. Dans tous les autres métiers, policiers, surveillants pénitentiaires, même éducateurs, il est très difficile
de faire le plein quand un concours s'ouvre, il n'y a jamais assez de postes pourvus. Et ça, c'est très, très nouveau. Ça veut dire aussi que ces métiers ne sont plus du tout attirants comme ils ont pu l'être. Et deuxième phénomène, et second phénomène plutôt, un phénomène de démission dans ces métiers qui est, alors, pour les surveillants pénitentiaires, pas extrêmement nouveau, mais pour les policiers, oui. Pour les greffiers aussi, et pour les magistrats, c'est totalement nouveau. Quand on avait réussi à avoir auparavant le concours de la magistrature, qui est un concours voilà, difficile et avec beaucoup de sélections, il n'y avait jamais de démission. Or, on a pas mal de démissions depuis en gros 1 ou 2 ans. Et notamment, je vous cite la lettre d'une jeune magistrate au garde des Sceaux, ça date d'1 an à peine. Elle avait été reçue au concours, c'était son premier poste, et elle écrit au garde des Sceaux pour démissionner en disant « La démission m'apparaît comme le seul moyen de penser ma désillusion », penser P-A-N-S-E-R, mais enfin, on aurait pu l'écrire autrement. C'est cette sensibilité que j'entends sauver par cet acte de démission. C'est aussi ma liberté de vivre et de m'exprimer que j'entends retrouver. C'est vraiment des déceptions très courantes chez les jeunes magistrats. Vous avez vu qu'il y avait eu un suicide dans la magistrature. Bon, c'est pas le seul, bien sûr, mais une jeune collègue de 29 ans quand même, qui était à son premier poste et qui s'est suicidée au mois d'août dernier. Et après ce suicide et après son enterrement, des collègues à elle ont fait une tribune qui a été signée par 7000 des 9000 magistrats français, expliquant que il était plus possible de travailler comme ça de façon dégradée. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le problème, que son travail lui causait une énorme souffrance. C'était quelqu'un qui était en premier poste, comme on dit, juge placé, c'est-à-dire qui faisait un peu tous les tribunaux de la cour d'appel pour être tantôt juge des enfants, tantôt juge d'application des peines, tantôt juge des affaires familiales, etc., juge d'instruction. Et à chaque fois, il faut apprendre évidemment très vite la pratique, le droit en question, et qui est différent selon les fonctions, et surtout faire face aux piles et piles de dossiers. C'est notre problème. Vous en avez entendu parler avec le mouvement de magistrats de décembre où ils ont manifesté dans la rue. Et je voulais lire simplement une phrase très importante de cette tribune, des collègues donc de cette jeune juge qui s'est suicidée, qui disent « Aujourd'hui, nous témoignons car nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout. » Et ça, je crois qu'on peut vraiment se retrouver tous sur cette question. Parce que la question du sens, elle est fondamentale pour les policiers, pour les magistrats, pour les gardiens de prison. Pour les gardiens de prison, ils disent qu'ils se sont transformés en porte-clés, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'ouvrir et fermer des cellules. Ils disent également que tout l'aspect réinsertion, parce que c'est pas parce qu'on est surveillant pénitentiaire qu'on n'a pas envie d'aider les gens à s'en sortir et à se réinsérer. Ça, ils ne peuvent absolument plus le faire. Et notamment, ce qui se passe pour les surveillants pénitentiaires, c'est qu'il y a à peu près 30% qui souffrent de dépression, mais ils n'osent pas le dire parce que bon, ils se mettent en arrêt maladie quand c'est trop dur. Mais c'est très très rare que ce soit bien précisé que c'est pour dépression, burn-out, etc. Tout simplement parce que, comme vous le savez, ils portent des armes et ils ont très peur de perdre les habilitations à porter une arme si ils disent qu'ils sont dépressifs. Donc ça donne quand même quelque chose d'épouvantable en ce sens que c'est en milieu pénitentiaire, les gens sont enfermés et on a des surveillants parce que l'administration ne fait pas son boulot d'encadrement notamment et qu'il n'y en a pas assez des surveillants pénitentiaires et surtout il y a trop de gens en prison, il y a 70 000 détenus en France, eh bien on a des gens qui sont notamment sous vraiment des traitements très lourds et qui portent des armes, ce qui est quand même, quand on est citoyen, assez inquiétant. C'est la même chose pour les policiers.
On a beaucoup plus de suicides chez les policiers que dans l'ensemble de la population. Et ils vivent également, comme les magistrats et comme les gardiens de prison, une perte totale de sens de leur métier. Par exemple, simplement un exemple, les policiers, en fait, font du chiffre. C'est la culture du résultat en permanence. Par exemple, pour les stupéfiants, ce qu'on leur demande, c'est d'arrêter des usagers de stupéfiants ou des tout petits dealers. Il y a plus de 100 000 interpellations par an de gens pour usage de stupéfiants qui sont condamnés par les tribunaux uniquement pour usage, alors qu'ils ont simplement des problèmes d'addiction que vous connaissez bien. Et ces 100 000 personnes, plus de 100 000 arrêtés chaque année, beaucoup maintenant de policiers disent sur le terrain, quand on discute avec eux, que c'est débile comme politique, que c'est débile. C'est-à-dire que arrêter les gens pour usage de stupéfiants, ça ne sert à rien. Évidemment, ils recommencent. Et surtout, ça ne traite pas leur addiction. Donc, il y a une perte de sens, je pense, dans tous nos métiers et notamment dans la magistrature également. Je vous ai cité l'exemple de cette jeune collègue qui s'est suicidée. C'est parce qu'elle n'arrivait plus, a-t-elle dit dans sa lettre quand elle s'est suicidée, elle n'arrivait plus en fait à faire correctement son métier. Parce qu'on a des injonctions contradictoires quand on est magistrat. Il faut gérer des stocks et des flux de dossiers. Il faut toujours faire plus de dossiers à l'audience. On a des audiences qui se terminent à 2-3 heures du matin. C'est assez connu maintenant. Il faut juger les gens dans des conditions absolument dégradées. Mais en même temps, ces personnes qui ont voulu être magistrats l'ont fait parce qu'il y a quand même un sens de l'humain, il y a une recherche d'un métier qui essaye quand même d'adapter éventuellement des sanctions ou pas de sanctions ou de déclarer des gens innocents à des situations humaines assez dures la plupart du temps. Et ce sont vraiment des injonctions contradictoires que, en même temps, de faire du chiffre, d'avoir une sorte de gouvernance par les nombres, comme le dit Alain Supiot, parce que c'est comme ça qu'on est noté, c'est comme ça qu'on est évalué, et c'est comme ça qu'on fait carrière dans la magistrature, et en même temps d'avoir voulu faire un métier où on voudrait faire du sur-mesure. Il y a vraiment une contradiction extrêmement importante qui, au niveau des individus, amène parfois à des burn-out, mais en tout cas à un très, très grand malaise et à ce qu'on a pu appeler une désespérance collective. Je ne veux pas être trop longue, mais bon, je passerai sur les moyens de la justice. Je pense qu'on a tous les mêmes problèmes, mais ça, tout le monde est au courant. La justice française est au 14e rang sur 27 en Union européenne. On est vraiment extrêmement mauvais au niveau des moyens. Mais ça ne se résoudra pas par uniquement un problème de moyens. Ça se résoudra aussi par un problème de sens du métier de magistrat. Et en conclusion, les États généraux de la justice qui ont lieu en ce moment, qui ont été lancés par la chancellerie, je crois que vous aussi, vous avez eu affaire à des initiatives de votre ministère, ne nous satisfont absolument pas, puisque ce sont des États généraux de la justice où la solution a été en quelque sorte préemptée par la chancellerie. Elle a annoncé d'emblée dans un questionnaire, il y a 1 million de gens qui ont fait ce questionnaire sur un site qui s'appelle parlonsjustice.fr. Et dans ce questionnaire, par exemple, il était demandé aux gens de répondre: faut-il réserver l'accès au juge pour les cas les plus complexes ou urgents? Eh bien, nous ne sommes pas d'accord, nous les magistrats, avec ça. Nous pensons que la justice, elle ne doit pas être réservée aux gens, aux cas les plus complexes ou urgents, mais à tout le monde. C'est-à-dire que il faut une justice accessible à tous et pas une justice à l'américaine, comme ce qu'on nous prépare depuis 20 ans. Hein. C'est un processus qui arrive depuis 20 ans. C'est-à-dire le juge n'interviendrait plus que pour les cas les plus graves. Ce seraient les parties, que ce soit l'accusé ou que ce soit les parties civiles, qui paieraient les experts, qui paieraient toutes les mesures d'investigation, alors qu'actuellement, dans notre justice française, tout est payé évidemment par l'État, ça s'appelle des frais de justice. Hein. Quand on a une expertise génétique, par exemple, c'est l'État qui paye dans une affaire. Voilà, il y a un gros problème de conception de la justice, et ces États généraux, en fait, préinduisent complètement le résultat
qui est attendu par la chancellerie, qui est tout simplement avoir moins de juges, comme aux États-Unis, très peu de juges, faire pour presque tout de la négociation, c'est-à-dire ça s'appelle le plaider coupable. C'est le parquet qui propose une peine et il faut accepter ou refuser. Et on passe plus à une audience, 3 magistrats en collégialité, une défense digne de ce nom, etc. Donc, dans cette conception, il n'est pas du tout question d'augmenter les moyens. Voilà. Et je voudrais dire que je pense que c'est une conception pour la démocratie extrêmement dangereuse que de limiter l'accès aux juges. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce témoignage. Je vais passer la parole à Marie-Josée Del Volco, qui est maître de conférence, HDR, praticien hospitalier honoraire, psychanalyste, membre fondateur de l'Appel des Appels, dont le dernier ouvrage, Le soin menacé, chronique d'une catastrophe humaine annoncée, paru en 2021. Je lui passe la parole. Bien. Donc, merci pour cette invitation dans cette convergence des luttes. Et donc, moi, c'est un peu au nom de l'Appel des Appels qu'on a initié en fin 2008, début 2009. Et ce que je vais vous présenter dans le Quoi faire, c'est surtout mon analyse critique. On a évoqué le citoyen critique. Donc, cette analyse critique que je porte depuis, comme je vais vous le dire rapidement, depuis 1990, je dirais au moins, et qui s'est renforcée, bien sûr, en 2005 avec la santé totalitaire avec Roland Gori et 2008-2009 depuis l'Appel des Appels. Donc, l'hôpital public va mal, comme vous le savez tous. J'ai travaillé une quarantaine d'années et j'y ai vu toutes ces transformations que nous dénonçons avec force aujourd'hui. Au tout début, dans les années 70-80, donc vous voyez que ça remonte à loin, j'ai pu apprécier une médecine qui progressait de manière spectaculaire et m'est revenu en écrivant ce texte pour vous aujourd'hui, ce greffé du cœur, Emmanuel Vitria, Bicou, comme on l'appelait à Marseille, qui était une renommée mondiale puisqu'il a vécu 18 ans avec sa greffe cardiaque, dans de terribles souffrances, mais toujours très joyeux. Donc m'est revenu ce personnage que j'ai croisé, donc à l'hôpital Salvatore à Marseille. Mais je me souviens tout aussi bien dans un autre hôpital marseillais, la Conception, là où Arthur Rimbaud est mort, comme vous le savez, nous recevions aux urgences des SDF, des clochards, comme on les appelait alors, et de manière assez épique. D'ailleurs, j'ai attrapé à cette occasion-là, la seule fois de ma vie, des poux, ce qui était bien inconvenant et fâcheux. Alors, avec le recul aujourd'hui, j'avais le sentiment à l'époque, je m'en rendais vraiment pas compte, que l'hôpital pouvait concilier toutes ces missions qui lui ont été au fur et à mesure de son histoire dévolues. Eh bien, soins préventifs, curatifs, palliatifs, accueil des personnes âgées et des plus démunis, tout en mettant en œuvre une médecine de plus en plus technique, de très haute technicité et très coûteuse, avec ses bienfaits et ses difficultés. Dans les années 90, comme je l'ai dit à l'instant, je me suis lancée avec l'aide de Roland Gori et d'autres, un peu inconsciemment, dans ce travail et ces recherches de psychanalyse et médecine sur la place de la psychanalyse en médecine, selon le célèbre intitulé de la conférence de Lacan cité ce matin. Et donc, ça nous paraissait encore possible. L'hôpital ne pouvait qu'accueillir la dimension humaine du soin que la psychanalyse et la psychologie clinique mettent en œuvre dans leur pratique. Le travail de Balit auprès des médecins généralistes dans les années 50-60 était, de son aveu lui-même, resté inachevé. Il voyait la fonction psychothérapeutique du médecin en utopie, disait-il, dans un pays lointain avec un grand U. Et donc, nous pensions pouvoir reprendre ce travail, cette fonction psychothérapeutique humaniste du médecin. Alors, quel séisme a percuté l'hôpital? Comment le soin, le prendre soin, peut se trouver aujourd'hui autant menacé? Je ne rappellerai que quelques événements marquants de mon point de vue. Bien sûr, je ne vais pas tout reprendre. D'abord, cette exclusion, et on a beaucoup parlé d'exclusion-inclusion, c'est-à-dire exclusion et inclusion low cost des plus pauvres de l'hôpital. Dans les années 90, vous vous en souvenez peut-être, eh bien, on s'est demandé comment on allait faire avec tous ces sans-papiers, tous ces gens
dont on ne savait pas comment les soigner, puisque l'hôpital, eh bien, ne pouvait plus les recevoir. L'hôpital, maintenant, est fait plus pour les riches que pour les pauvres. Et donc, on a créé les PASS, un travail formidable que je ne conteste pas. C'est la loi du 29 juillet 98. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait entrer les plus pauvres par une porte dérobée, bien sûr, que personne ne voit. Qui sait qu'il y a des PASS à l'hôpital, hôpital privé, hôpital public? Les principes de solidarité et d'égalité donc sont de plus en plus mis à mal et nous constatons cette tendance à privatiser l'offre de soins. Ça rejoint toutes les questions que vous vous posez, je ne vais pas développer de mon côté, et à en faire donc de cette offre de soins un bien de consommation réservé à ceux qui en ont les moyens. En 2004, donc j'étais en 98, les PASS, en 2004, Jean de Kervoisdé, économiste de la santé, les économistes ont pris le pouvoir à l'hôpital et ailleurs, anticiper un hôpital de demain soumis aux contraintes économiques et débarrassé de la tarification à la journée. Un hôpital, disait-il, plus proche d'un aéroport que d'un hôtel. Il faut aller de plus en plus vite, vous avez évoqué sans arrêt cette question, le virage ambulatoire accompagné de la suppression des milliers de lits d'hospitalisation et la tarification à l'activité ont réalisé le projet de Kervoisdé. L'hôpital, aujourd'hui, est censé être géré comme une entreprise. Avec l'introduction de la LOLF, loi organique relative à la loi de finances, au 1er janvier 2006, et ses règles budgétaires contraignantes, l'hôpital se trouve sommé de faire toujours plus et plus vite, avec des moyens revus annuellement à la baisse, c'est le fameux ONDAM. Comme partout ailleurs, à l'hôpital public sont promues les valeurs de performance, d'excellence, d'efficacité qui sont convient de suivre à la trace. Il faut les contrôler, les mesurer, les évaluer, quels que soient les effets délétères de ce type de priorités pour lesquelles seules les fins comptent. Ça aussi, tout ça a été dit. La gestion du temps de travail, initiée au Canada en 1970, avec le projet de recherche en nursing, est fondée sur ce qui a été dit et redit, sur la mesure du temps requis pour réaliser les soins planifiés. Sous prétexte d'efficacité, eh bien, cette gestion s'est amplifiée dans toutes ces années, depuis les années 2000, avec l'aide inestimable du numérique qui, soit dit en passant, s'avère chronophage en lui-même pour les soignants, du coup moins disponible pour le prendre soin, mission, comme vous avez dit, essentielle de leur métier, ça a été dit et redit. Cette idéologie des organisations du travail héritée de Taylor a des conséquences néfastes dont nous avons pris toute la mesure avec la crise de la pandémie de Covid. Donc, la précarisation, l'ubérisation des soignants est aujourd'hui la règle et le recours à des soignants low cost, donc ça reprend ce que vous avez dit, se fait par tous les moyens possibles. Et la pénurie des soignants, on peut dire qu'elle a été organisée, hein, elle n'est pas arrivée à la suite de malencontreux, elle n'est pas le fruit du hasard. Et dans une telle logique, eh bien, avec cette pénurie des soignants, personne n'est irremplaçable et la substituabilité est la norme. Alors, je voudrais terminer sur la question des internes, dont on ne se préoccupe pas assez, à mon avis. Si le recours aux médecins étrangers à l'hôpital, comme dans les fameux déserts médicaux, est connu de tous, on oublie donc bien souvent que la réforme de l'internat de 2004, remplacée par un examen classant national, c'est-à-dire qu'à partir de 2005, tous les étudiants terminant leur 6e année sont internes, du premier au dernier. Et on peut dire aussi, rajouter à cela, que s'il nous a fallu 50 ans pour rendre visibles les effets des dégâts du numerus clausus, dont l'idée simpliste était de réduire l'offre de santé pour réduire la consommation médicale, ça a été dit aussi, eh bien, nous faudra-t-il 50 ans encore pour retrouver notre système de santé à la hauteur de nos besoins. Donc, les internes sont une main-d'œuvre corvéable et bon marché pour faire tourner les hôpitaux. Ils représentent, il faut le savoir, je ne sais pas si vous le savez tous, ils représentent la moitié du personnel médical des hôpitaux. Ils gagnent, je l'ai entendu cette semaine, il y avait l'Ordre des médecins à Marseille organisé une session sur la souffrance des internes.
et des étudiants en santé qui vont très mal aussi, ils gagnent entre 1 600 et 2 200 euros par mois. Donc ça, c'est 50% des médecins de l'hôpital. Et ces nouveaux internes, il faut savoir qu'ils sont inégalement préparés à l'exercice médical. Bien sûr, certains, alors c'est ce que j'ai vécu à l'hôpital, hein, j'ai pas fait d'études. Bah, certains sont préparés pour ça, sont tout à fait de bons internes, feront de futurs bons médecins, etc. Et il faudrait savoir aussi repérer exactement pourquoi ceux-là sont bons et sont humains, enfin avec toutes les qualités qu'on connaît. Une autre partie de ces internes sont assez peu conscients de leurs responsabilités ou préfèrent fermer les yeux. Leur exercice se protocolise le plus possible en suivant des guides, en se conformant aux techniques de surcroît innovantes, et ces internes et futurs médecins produisent des actes à la chaîne pour la satisfaction de l'hôpital-entreprise. Mais une troisième catégorie d'internes que j'ai pu voir, hein, avec qui j'ai pu travailler, est angoissée par un exercice médical au-dessus de leurs moyens psychiques et des expériences professionnelles encore modestes qu'ils ont acquises. Et ils sont ceux-là en risque de burn-out et de suicide que nous connaissons. Donc, chaque mois, un interne se suicide en France. Il ne faut pas ensuite s'étonner que chaque année, depuis 2009, on a parlé beaucoup des démissions, eh bien, un quart des médecins diplômés d'une faculté française ne s'inscrit pas au tableau de l'ordre des médecins et choisit de ne pas avoir d'activité de soins. Un quart, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, quelle perte. Les alertes, les mises en garde, le sens de nos actions ont toujours été clairs. Pourtant, les choix politiques, économiques ont ignoré et sont toujours allés à l'encontre du sens des métiers de l'humain. Et n'est-ce pas une évidence aujourd'hui, désormais, que tous ces métiers sont attaqués, cassés par ces politiques néfastes, court-termistes. En même temps que la tribune qu'a rappelée Evelyne Siermarin, il y a eu celle des sages-femmes et des journalistes aussi, je n'ai pas le temps d'en parler, mais les sages-femmes, eux aussi, ont exprimé leur ras-le-bol, les élèves sages-femmes. Dans un article du 23 novembre 2021 intitulé « Manque de considération, maltraitance et burn-out, la grande fatigue des sages-femmes », les étudiants des écoles de sages-femmes épuisés par leurs études et leurs conditions de travail sont de plus en plus nombreux à douter de leur choix professionnel dès leurs premières années d'exercice. Une étudiante raconte « Parfois, on ne peut même pas suivre les parturientes. On arrive juste au moment de l'expulsion, puis on quitte la patiente qu'on ne voit plus jamais. On frôle la maltraitance. » Quand une autre déclare, et je pense que peut-être qu'on peut dire ça de nos enfants et petits-enfants qui voudraient faire médecine, sage-femme, tout le monde trouve ça formidable, mais personne ne souhaite que sa fille s'inscrive en maïeutique. Alors voilà, bon, les actions, c'est un peu cette prise en compte de ce qui nous arrive déjà. C'est déjà un grand pas, je pense, de prendre en compte, vous avez dit, comment ça se fait qu'on est si peu nombreux finalement par rapport au nombre de psychologues et autres professionnels. Je pense que c'est déjà ça un grand pas de fait. En 2011, dans la suite des travaux, enfin le début des travaux d'Appel des appels, j'avais écrit un texte dans la folie évaluation avec Abel Ozer, Roland Gori, je ne sais plus qui y avait, Marie-Jean Sauret, Malval. J'avais écrit un texte qui s'appelait « Tous techniciens évalués ». Aujourd'hui, j'écrirai « Tous techniciens évalués, ubérisés ». Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Éric Demougin, enseignant, syndicaliste, qui nous parle depuis Zoom. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation à faire converger les résistances et pour cette richesse des échanges. Je me présente d'abord et en même temps que je me présente, j'évoque quelques traits qui caractérisent mon métier. Je ferai ensuite le point sur les caractéristiques des luttes qui concernent l'éducation nationale, puis un point plus pédagogique et donc politique. Je suis enseignant, professeur des écoles. J'ai travaillé longtemps, il y a maintenant 15 ans, dans des quartiers urbains populaires, notamment à Allonne, banlieue du Mans, ville communiste,
développant un budget culture très conséquent. J'ai profité d'une ouverture exceptionnelle aux écoles, des salles de spectacle de cette ville, de son théâtre, favorisant des liens directs avec les professionnels de ces équipements culturels, avec les artistes de passage, avec les services de la ville, des liens débarrassés de toute technocratie, en liberté et en conscience, associant au plus près les élèves à toutes les étapes des projets qui ont pu avoir lieu, avec une envie commune, partagée, d'émanciper les enfants de la ville, avec eux et par eux, pas dans un surplomb condescendant, comme trop souvent on apporte la culture aux démunis. Et puis, j'ai eu aussi une expérience, j'ai migré vers la campagne il y a quelques années, là, j'ai pu... j'ai exercé dans le milieu rural, dans des petites écoles de village, et j'y suis d'ailleurs toujours. J'ai beaucoup circulé en exerçant ce qu'on appelle les décharges administratives des directions d'école de 3 classes et moins, ces petites communautés scolaires qui Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Alors, oui, d'accord. Ces petites communautés scolaires qui vivent dans des locaux chargés d'histoire, souvent intelligemment rénovés, gardant encore les traces d'une histoire ancienne, les cours d'école et cet univers campagnard. Alors, ce ne sont pas des images d'Épinal, c'est le quotidien de ces écoles, de ces communautés scolaires. Et ces communautés scolaires, au premier sens du terme, où les grands prennent en charge les petits, où les projets se discutent facilement à 3, à 2 enseignantes, à parité, sans hiérarchie. Voilà, ce petit monde vit dans un éloignement de tout qui impose d'inventer, d'articuler avec les élus, les parents. J'y ai rencontré des collègues, presque essentiellement des femmes, souvent accrochées par les hasards des nominations, mais voilà, des collègues presque toutes convaincues de faire d'un certain côté modestement comme les autres la classe, mais développant, et ça c'était mon statut nomade qui me donnait cette visibilité, des pratiques toujours très singulières, même s'il s'agissait bien toujours de cette école de la même République. Singularité dans le commun, voilà pour cette période, enfin cette question professionnelle. Mes engagements sont syndicaux, militants à la Fédération syndicale unitaire. Ils sont pédagogiques de cœur, de raison, d'expérience, de compagnonnage avec le groupe français d'éducation nouvelle, le GFEN. Et puis, j'ai aussi eu la chance très importante de participer pendant 13 ans à l'aventure du collège expérimental public Anne-Franck au Mans, forme autogérée, très inspirée de la pédagogie institutionnelle, qui a interrogé tout le cadre habituel scolaire au gré des réactions et réflexions partagées entre élèves et équipes pédagogiques. Donc, cette expérience, on a pu abandonner la logique de la classe d'âge, des groupes de niveau, des évaluations non partagées à parité avec l'apprenant. Tout cela a été supprimé. Expérience que Marie-Laure Viau, auteure de l'annuaire des établissements différents, classe dans la catégorie des expériences intégrales. Au côté, on est assez proche du lycée expérimental de Saint-Nazaire ou du lycée autogéré de Paris, en distinction d'autres expériences dites adaptées, gardant plus de proximité avec la forme scolaire générale. Cette richesse, ce que j'appelle volontiers une pédago-diversité, rencontrée au cours de ma carrière qui commence à être longue et finissante, à la fois dans une expérience urbaine, dans une expérience rurale, dans une expérience pédagogique très libre. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tout cela est très raboté, de plus en plus contredit par des formes d'organisation de l'institution scolaire. Alors, quel est l'état aujourd'hui de l'école, après ce détour un peu par le passé qui situe un petit peu voilà, le sens d'un métier? J'ai décrit une sorte de métier qui était faisable, finalement extraordinairement motivant, et il faut bien faire le constat douloureux qu'aujourd'hui, c'est très différent. Le 13 janvier dernier, une mobilisation forte intersyndicale a eu lieu devant l'impasse provoquée par un ministre en vacances depuis Ibiza. Entre nous soit dit, comment est-il encore en place? Jeudi dernier, 27 janvier, la question des conditions de travail, en plus des questions salariales, ont mobilisé encore beaucoup de manifestantes et manifestants en colère de tout métier. Le travail est atteint de conditions dégradées d'exercice et d'une faiblesse historique des salaires quand des fortunes s'accumulent comme jamais par une minorité de milliardaires sans aucune morale. Voilà, dans ce contexte, quel est donc l'état de l'école? Pour nous, enfin pour moi, et c'est ce que la FSU porte, c'est que l'école est arrêtée. La crise sanitaire est venue compléter un tableau déclinant qui s'est imposé progressivement. Le ministre agite comme un mantra que l'école est ouverte, mais de fait, elle ne l'est plus. Au mieux, l'école est une
garderie apprenante, elle est aussi la nurserie d'un virus dont la dangerosité, si elle n'est pas massive, existe et atteint profondément des êtres, porte atteinte à des vies. Tous les niveaux du système éducatif sont touchés, depuis les universités, en passant par les lycées, par les collèges et jusqu'aux écoles maternelles. Les AESH ne sont pas considérés cas contact quand l'élève qu'elles suivent est positif au Covid. Vous voyez, voilà, c'est partie des considérations majeures. Les AED surveillent des études surchargées où les élèves… Tu peux parler un tout petit peu plus fort encore, s'il te plaît? Oui. Tout petit peu plus fort. Oui, j'essaye. J'entends mal. Merci. Donc, la pénurie est partout. Les ATSEM, les administratifs, tous les métiers sont atteints, sortis de leur mission. L'épuisement, les pertes de sens sont là. Et l'attractivité des métiers de l'éducation est si faible que les démissions augmentent, que les difficultés à recruter sont maintenant très grandes. Mais je ne voudrais pas dresser un état des lieux de l'éducation sans évoquer le passif, car le Covid est instrumentalisé pour parachever des réformes qui ont détricoté le système depuis longtemps. Ce sont bien des choix politiques qui font le présent. Nous sommes dans un processus assumé politiquement de décentralisation des services publics d'État. La méthode est la même partout, mise en pièces pour vente à la découpe, c'est en gros le schéma. L'école est le dernier bastion à abattre après les postes, les perceptions, le téléphone. Et il faut bien dire que les choses vont très vite et qu'hélas, chaque jour, des coups semblent irréversibles. Les coups portés semblent irréversibles. Tout est fait pour amoindrir l'indépendance que confère le statut, en l'occurrence celui de la fonction publique. C'est déterminant et consubstantiel de la démocratie. Tout est fait pour contractualiser en lieu et place des règles collectives, placer l'agent face à un contrat qui individualise, le priver de l'appui des régulations qui permettent de se solidariser, de se projeter. Je n'ai pas le temps de développer, mais les exemples sont nombreux aux échelles individuelles comme institutionnelles de cette grosse tendance à la contractualisation. Nous nous battons pour sauver l'école publique car son état produit d'une ingénierie du chaos, déjà avant Covid, n'a d'autre but que de faire monter le marché. L'alternative qui s'annonce, c'est bien, soit son enfant, on le met dans une école publique concentrée sur de grosses structures, technocratisées, soumises à des injonctions paralysantes, ben, soit on scolarise son enfant dans des formes scolaires montantes que sont les écoles privées hors contrat. À chacun la sienne, celle de gauche, de droite, libertaire, militaire, catholique, musulmane, avec toute liberté pratique, pédagogique et implication des familles. Bien sûr, il faut payer, mais si l'institution publique devient un repoussoir, il y a assurément des marchés à conquérir. Ces petites structures participatives sont très attrayantes, pour peu qu'on gomme les conséquences sociales terribles d'une telle définition de l'école, dans un esprit tout simplement de consommateur. Il y a enfin un dernier point, une tension ancienne de l'école qui est invisibilité et pourtant très politique dont je voudrais parler. Je parle de cette tension entre deux grands courants d'éducation, celui de l'éducation scolastique, pédagogie de la transmission, d'une organisation par groupes homogènes, capables d'avoir les mêmes prérequis pour comprendre un propos doctoral. C'est un modèle qui a pour ambition de déterminer les meilleurs, de réorienter ceux qu'un système évaluatif des savoirs détermine en échec. Et puis, il y a cet autre courant, celui de l'éducation nouvelle, qui se fonde sur une autre définition de la pédagogie. Certes, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mais ça ne suffit pas. Il faut que celui qui reçoit soit participatif, en adhésion à l'apprendre, et que, finalement, il ne reçoive pas, mais construise par lui-même les savoirs qu'il acquiert. Le GFEN théorise cela par ce gros mot, l'auto-socio-construction des savoirs. Cette tension s'incarne dans une opposition aussi entre structurel et, de l'autre côté, philosophique, éthique, déontologique, je ne sais pas comment on peut le dire, mais l'école est structurée de façon scolastique, par classe d'âge, voilà. Et quand les idées des acteurs, en même temps, les idées des acteurs et actrices ont probablement évolué en faveur d'une approche qui donne plus d'importance aujourd'hui qu'autrefois à provoquer l'envie d'apprendre, à des valeurs finalement de l'éducation nouvelle. Et il y a beaucoup d'empêchements structurels dans le milieu de l'éducation. Le New Management se gave de cette confusion, affichant des slogans éthiques et les contredisant par un caporalisme exacerbé. On nous parle d'évaluation d'équipe, on nous parle de bienveillance, on nous parle de tout un tas de choses qui, par les rapports de pouvoir qui sont de fait institués, ne sont jamais d'autres qu'une forme de caporalisme
qui se masquent derrière voilà, un détournement, une maltraitance du langage coutumière de cette idéologie. Cette tension, elle vous donne du travail, à vous les psychologues, tous ces espaces de dureté de l'institution qui brisent des envies, qui dévalorisent. Cette contradiction, le militantisme pour l'éducation nouvelle l'a combattu. C'est le cas d'ailleurs des frères Houry, Jean dans la psychiatrie et Fernand dans l'éducation. À cet institué très fort qui permet le cadre, le repère qui est l'existant, ils vont développer le concept d'instituant qui donne à une communauté de vie, scolaire ou médicale, le pouvoir de changer les règles. L'apprenant est sujet et plus objet. Cette question du désir d'apprendre ou de se soigner en psychiatrie est objectivement le pivot sur lequel repose toute l'action institutionnelle. Philippe Mérieux a cette image de la pyramide inversée. L'institution scolaire, ses enseignants, ses services, son ministère, ses budgets, on pourrait même dire la République entière, tout cet arsenal au service du droit à l'éducation peut achoper sur un point, un seul, le rapport au savoir de l'élève. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui fait non-sens? Et qui le détourne de son émancipation par l'école. C'est cette clinique du rapport au savoir qui est le cœur du métier d'enseignant. Et c'est cela qui aujourd'hui est condamné et que nous devons reconquérir. Ce pouvoir d'agir qu'une idéologie mortifère d'emprise sur les esprits, sur les corps, a peu à peu endormi, masqué. Et cet enjeu-là qui est devant nous, nous devons le reconquérir dans les métiers, mais aussi dans la rue, dans les urnes, dans nos pratiques politiques, citoyennes, culturelles, artistiques. Il y a urgence à faire pont. J'ai beaucoup apprécié cette référence dite en introduction par Marie de cette table ronde. On le sait, l'histoire n'est jamais écrite. Elle s'invite parfois par surprise, mais nous devons tout faire pour impulser, relayer les micro-résistances qui existent réellement, mais en espérant qu'elles convergent, et c'est tout le sens de cette table ronde. Il s'agit rien de moins que de notre dignité, de notre liberté, de notre humanité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci pour ce nouveau témoignage. Avec un peu de temps, un peu plus de temps, on pourrait ajouter encore de très nombreux témoignages venus de nombreux autres métiers. Je suis Claude Chauder de l'Appel des Appels, et avant de passer la parole à Clotilde, je veux dire 2-3 mots pour introduire son propos. Nous avons commencé cette journée en disant pourquoi nous sommes là, ce qui nous met, ou plutôt nous remet une nouvelle fois au travail, pourquoi nous reprenons un combat, nous retournons au combat pour défendre nos pratiques et avant tout ce qui fait sens dans ce métier de psychologue. Avec nos amis venus témoigner des combats qu'impose la casse systématique de nombreux autres métiers, nous avons voulu montrer que nos combats s'inscrivent dans les mêmes logiques, car ils ont les mêmes causes, le même souci de préserver notre humanité et ce qu'il y a d'essentiel dans nos vies et qui fait l'objet d'attaques incessantes de la part de ce qui est désormais convenu d'appeler le néolibéralisme. Nous avons ainsi redit une nouvelle fois ce pourquoi l'Appel des Appels se bat depuis 12 ans et pourquoi nos combats doivent impérativement préserver les femmes et les hommes dont le sens du travail est menacé ou perverti, et donc protéger les femmes et les hommes, et aussi les enfants, pour lesquels ceux qu'avec Roland Gori et Bernard Lubat, nous appelons les œuvriers. C'est pourquoi ils font ce travail. Les psychologues, comme nous l'avons rappelé en commençant cette journée, travaillent quant à eux pour des petites et des grandes personnes en souffrance, et c'est eux qu'ils accompagnent dans leurs combats. Des combats souvent contre eux-mêmes, contre leurs pulsions mortifères ou destructrices, contre les fantômes de leurs histoires, dont ils peuvent difficilement se déprendre tout seuls, se défendre. Mais dans bien des cas, les psychologues les accompagnent aussi dans des combats pour se protéger de certains de leurs proches qu'ils sentent dangereux, contre ceux qui font tant d'efforts pour les rendre fous, pour reprendre la formule de Searle, ou encore un environnement social ou professionnel délétère ou corrosif. Certaines institutions, on l'a vu, pourtant chargées de les accueillir ou de les soigner, en font partie. Et si ça fait longtemps que celles-ci n'ont plus rien de l'asile, supposé offrir une protection aux plus faibles et aux plus démunis, force est de constater que nombre d'entre elles, mues par les seuls objectifs
de la normalisation et de la rentabilité, propre à notre époque, maltraite ceux qu'elle devrait au contraire préserver de la cruauté d'un système par essence déshumanisant. D'où la nécessité de ces combats dans lesquels certains patients s'engagent. Et c'est pourquoi nous avons décidé de terminer cette journée en donnant la parole à ces patients également en lutte et de permettre à une de leurs porte-parole de clore cette table ronde. Clotilde Millard est psychologue et développe depuis 2017 un travail à partir d'un atelier d'écriture, les plumes singulières, co-créé à l'initiative des patients d'un centre d'accueil, puis transformé en CATTP, qui s'est aujourd'hui constitué en association nommée Psytruc et Plumes Singulières. Elle nous dit à présent en quoi consiste la lutte qu'elle mène aux côtés de ses patients. Merci Clotilde. À vous. C'est donc en tant que psychologue de la fonction publique hospitalière que je me suis fait entendre à travers tous ceux qui m'ont précédé aujourd'hui. Pourtant, c'est de la place de l'étranger en moi que j'ai choisi de parler, porte-parole de drôles d'oiseaux, les plumes singulières. On m'a dit de porter un masque, le voilà. Ce texte écrit avec les patients s'appelle « Comptez avec nous ». Bien sûr, il n'y a pas de M, bien sûr, il n'y a pas de T, le MPT. C'est à cette table sur la convergence des luttes des psychologues que la voix des patients vient se faire entendre. Car s'il y a destruction de vos métiers et perte de sens de vos missions, il y a forcément en conséquence un véritable désastre pour celui qui y fait appel. Celui que l'on nomme usager, c'est-à-dire potentiellement chacun d'entre nous, est là pour en témoigner et c'est peut-être autour de son orient qu'une convergence doit s'organiser et le sens se retrouver. Il n'est pas à jeter d'être usager, mais l'usage l'est. De notre place, nous pouvons témoigner que ce qui rend malade, c'est pour part une société qui monte les citoyens les uns contre les autres. Ainsi, nous vous suggérons de nous unir et de lutter les uns avec les autres pour une société plus humaine. Vous n'êtes pas seuls et ensemble nous sommes nombreux, bien plus nombreux que ceux qui clivent dans leur propre intérêt. L'usager n'est pas une marchandise, c'est un humain fait de chair, de sang, doté d'un esprit et d'une parole qui, de compter, ne devrait pas être comptée pour finalement ne pas compter. L'institution est devenue la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. Soyons ce village résistant et résilient qui sait cultiver son grain de folie sans que celui-ci ne soit perçu comme une menace pour l'ensemble, mais au contraire comme un véritable facteur d'enrichissement. Le danger d'une convergence des luttes des métiers qui perdrait de vue et d'oreille l'humain qui en est l'objet serait de conduire de nouveau à la construction d'actions au nom de bénéficiaires que personne n'aurait consultés. Ce n'est pas parce que celui-ci est l'objet de vos actions qu'il perd son statut de sujet et qu'il n'aurait rien à en dire. Voilà pourquoi notre petit groupe tient à engager sa parole ici, pour témoigner de sa place. Il n'y a pas de pratique de la relation humaine que d'un sujet désirant en son centre. Un bon soin, quel que soit le domaine, psychique, éducatif, judiciaire, ne se décrète ni d'un métier, ni d'un protocole, ni d'une politique. Il se construit, s'invente et s'élabore à au moins 2 singularités et ne s'amorce que d'une rencontre entre les êtres. La norme du principe de précaution, de la rentabilité, de l'évaluation est aujourd'hui le fil directeur, destructeur de la société. Alors que l'histoire a montré que c'est toujours de la déviance que l'invention jaillit et que la civilisation progresse. C'est de cette convergence que la trouvaille, plutôt que d'être cherchée, se déniche. Elle est déjà là, si tant est qu'on se décentre de soi-même et que l'on porte oreille et regard à l'autre.
C'est l'expérience de notre groupe qui, né il y a 5 ans d'un soin vide en institution, a rassemblé les forces en présence pour construire un atelier d'écriture. Très vite, les textes, témoignages écrits par les membres ont trouvé une portée qui dépassait le champ autorisé par celle-ci. L'oiseau a déplié ses ailes. Nous comptons ce que nous vivons de souffrance et ça compte pour quelque chose en termes de soins psychiques. Ainsi, après quelques mésaventures, dont celle de la pandémie, ce groupe s'est émancipé pour se constituer il y a peu en association nommée Psytruck et Plume Singulière. Elle se veut force de représentation, de proposition et d'action pour le mieux-être psychique de tous. Il a suffi d'un seul d'entre vous, un qui a accepté de prendre le risque de ne rien savoir de notre bien, un qui a accepté de partir d'un rien pour en faire avec nous quelque chose. Du soin vide qui nous domptait dessus au nom d'un protocole de bonne pratique prêt à porter mais sans porter. Nous avons inventé et construit tous ensemble un soin sur mesure. Nous nous emportons si bien que c'est notre voix que nous faisons porter aujourd'hui auprès de ceux qui veulent bien l'entendre à travers nos actions. Tel le phénix, chacun des membres a pu renaître de ses cendres. Nous, citoyens, hier réduits à un statut d'usager ou de bénéficiaire, sommes engagés dans les PSITS, les comités locaux en santé mentale. Nous participons à des actions de formation auprès de vous, dans les séminaires de psychanalyse et dans les réseaux de santé mentale. Nous sommes, nous aussi, vos partenaires, vos interlocuteurs et peut-être votre force de persuasion auprès des pouvoirs publics. L'insensé, insensé. Nous vous l'offrons pour que notre voix ouvre avec vous des voies nouvelles. Nous avons à vous raconter sur l'effet que produisent ces nouveaux dispositifs de soins, faits d'orientation, d'expertise, de tests, de diagnostic, de fichage et de parcours prétendument simplifiés et du forçage normatif. Rien de tout cela ne soigne la souffrance psychique. La folie a toujours été une forme de résistance à une norme devenue folle. Il n'est pas de psychologue sans son corrélaire, le patient. Ainsi, dans cette convergence des luttes pour défendre vos métiers, comptez avec nous, convergez vers nous et faites appel à nous. Ensemble, écrivons cette page de notre histoire et comptons-la. Voilà notre proposition. Nous vous sommes profondément reconnaissants de nous avoir donné audience dans cette convergence de nos luttes pour une civilisation humaine et respectueuse des singularités. Merci pour cette tribune, merci pour ces regards, merci pour cette écoute. Vous trouverez ce texte au fond de la salle si vous le souhaitez. Merci à tous. Oui, j'aurais envie de dire quelque chose, mais pas en rajouter une couche dans les constats. Moi, je suis psychiatre à l'hôpital public, donc je ne vais pas vous faire le tableau que vous connaissez tous, puisque peut-être un certain nombre d'entre vous y travaillent. Moi, je suis très soucieuse de voir à la fois tous ceux qui, enfin, de penser à tous ceux qui ne sont pas là, de penser à toutes les personnes, par exemple dans l'hôpital où je travaille, qui ne participent jamais à aucune mobilisation, qui ne sont jamais au courant d'aucune manifestation, qui ne répondent à aucun mail de sollicitation. Voilà, c'est extrêmement préoccupant, je trouve. C'est aussi préoccupant de voir tout le nombre de collectifs. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait plein de collectifs, mais comme on a entendu ce matin, ça donne l'impression d'une profession qui bout et qui est là, sauf que tous ces collectifs sont un peu en parallèle et pas particulièrement pour ceux de ce matin. Je vois bien à quel point, pour des petites choses, finalement, il y a toujours matière à ne pas aller ensemble dans la mobilisation. Et de là où je suis présidente d'un syndicat de psychiatres, l'USP,
Je suis beaucoup sollicitée d'un côté et de l'autre et encore ailleurs, mais c'est à perdre la tête, enfin, tellement oui, plutôt que de s'allier sur les choses qu'on a en commun, et puis on l'a bien entendu là, mais à chaque fois, il y a un petit caillou qui fait que non, ça ne marchera pas. Et on voit bien à quel point les manifestations se multiplient jour après jour. Évidemment qu'à chaque fois, il n'y a pas grand monde parce qu'il faudrait s'allier pour être nombreux. Donc, moi, je trouve ça très préoccupant, tout ça. Alors, quelles actions on peut mener? Bon, je redis, même si ça a déjà été dit, il y a les assises citoyennes du soin psychique qui vont se tenir les 11 et 12 mars prochains à Paris. Et je vous incite à vous y inscrire. On va y débattre et notamment pour suivre la dernière intervention, on espère qu'il y aura des patients, des familles et voilà, que les débats seront riches. Comme autre moyen d'action, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui font partie des organisations qui font partie de la Commission nationale de psychiatrie, mais il commence à émerger récemment auprès de certains participants qu'on pourrait collectivement démissionner de cette commission puisque là est en train d'être promue cette nouvelle profession des IPA. Bon, ça vient du Ségur ou ça vient d'un peu plus loin encore, mais ça a été validé au Ségur et là tout le monde a l'air enfin tout le monde, je vais parler des gens du ministère, qui ont l'air de s'en féliciter. Enfin, il y a sûrement des actions à mener comme ça. Il y a à parler partout où on peut de ce qui se passe. Parce que, enfin, au-delà des professionnels qui ne se mobilisent pas, dont on parlait tout à l'heure, finalement, il y a une espèce d'atonie générale où effectivement l'homo economicus domine et pour tout le monde, enfin, au-delà de nos professions, nous sommes citoyens et pris là-dedans. Donc, et ça se joue à un autre niveau que la question des psychologues ou de la psychiatrie. C'est une question politique qui peut être effectivement un peu, enfin, mise en exergue là dans la campagne électorale. Bon, voilà, comment mobiliser les gens? Enfin, je pense qu'il faut parler partout où on peut. Et alors, d'ailleurs, je voulais le dire parce que ça m'a beaucoup heurté ce matin d'entendre prononcer ce mot communication plein de fois. Non, il faut pas communiquer, il faut parler, il faut échanger, débattre. Enfin, communiquer, c'est très en surface pour moi. Donc, arrêtons de communiquer enfin, je crois qu'il faut y aller avec notre force de conviction. Il y a un ton d'espoir et un ton pessimiste parce que c'est important qu'elle organise des luttes et des comités. Et c'est vrai qu'à des moments, il y a un peu de désespérance dans le peu d'énergie qui en résulte en pas de résultats. Il y a des moments où on est un peu mal quand même, hein, avec tant d'investissement et c'est vrai. C'est vrai, plus des choses très difficiles que tu vis à l'hôpital, en fait. Voilà. C'est vraiment important la question. 2 minutes, 1 minute, vraiment 1 minute. Hein. Donc, bonjour, Claire Bisson, psychologue d'éducation nationale. Juste pour répondre quand même, tu dis que voilà, on a des collectifs qui sont un petit peu en parallèle les uns par rapport aux autres. N'empêche qu'on a quand même réussi à s'organiser. On est monté à Paris le 18 novembre, on a réussi à monter à Paris aussi le 4 décembre. Et pour le coup, voilà, c'était une action commune, organisée, réfléchie. Donc, il y a encore des choses à penser de ce côté-là. Merci. Non, super. Alors, ils m'ont chargé, sans doute dû à mon grand âge, de commencer à faire des propositions. Bon, il me semble, si vous voulez, que la dernière table ronde met en évidence d'abord
qu'effectivement, les problèmes que nous rencontrons sont liés à un fait de civilisation. C'est un point important puisque tous les métiers sont impactés, tous les métiers sont ubérisés, taylorisés, et les professionnels, les praticiens qui maintenant sont, je dirais, prolétarisés, c'est-à-dire on confisque leur savoir, leur savoir-faire, n'est-ce pas, au profit d'une technocratie. Alors peut-être juste 2-3 points très rapidement avant d'aller directement sur cette proposition, on en a déjà parlé, c'est pas un scoop. La première idée quand même, c'est que le point sur lequel nous pouvons tous être d'accord, il y a des points où nous ne sommes pas d'accord, et c'est bien parce que c'est ça la démocratie, c'est justement des paroles contradictoires, voire en quelque sorte s'opposer, mais justement sans se détruire, c'est que l'organisation d'une profession devrait être à la charge et à la responsabilité de ceux qui l'exercent. Et là, je pense à quelque chose de très simple. J'étais invité à un forum de libération sur le soin où j'ai rencontré Philippe Lançon, vous savez, ce journaliste qui a été massacré à Charlie Hebdo et une partie du visage qui a été arrachée, qui a subi des dizaines d'opérations à la Pitié-Salpêtrière. Et il dit, pendant longtemps, je n'ai pas compris comment ceux qui dirigent aujourd'hui l'hôpital, c'est-à-dire les gestionnaires et les technocrates, pouvaient finalement faire tourner l'hôpital sans connaître les métiers et sans empathie. Et il dit maintenant, je comprends, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas le métier et parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Je crois que cette parole de patience, vous voulez qu'il reste des mois et des mois, justement dans les services de chirurgie, nous renseigne sur ce dont aujourd'hui nous souffrons et avec nous, bien évidemment, les autres métiers et les patients. Ensuite, je crois que ce sur quoi nous pouvons être d'accord aujourd'hui, c'est sur notre refus absolu d'être sacrifié sur l'autel des logiques budgétaires. Une recherche est passée inaperçue, une recherche d'Oxford qui a mis en évidence qu'en 2015, uniquement par les mesures austéritaires mises en place par les hôpitaux anglais, il y avait une surmortalité de 30 000 personnes, 30 000 morts en 2015. On peut s'imaginer assez facilement aujourd'hui combien l'impréparation de, si vous voulez, des mesures sanitaires face aux épidémies annoncées depuis 1985, 1997, 2003, l'OMS avait déjà dressé le portrait du virus tueur de l'humanité, n'est-ce pas? Combien de centaines de milliers de personnes, voire des millions, il y a une surmortalité. Ça n'est pas dû simplement au virus, c'est dû aussi, n'est-ce pas, à la destruction des dispositifs de santé qui n'ont pas accompagné la globalisation. La mondialisation est restée marchande, mais elle ne s'est pas dotée des dispositifs de protection sociale et sanitaire qu'elle impliquait. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire des épidémies, mais c'est très intéressant parce que ça révèle bien que c'était inévitable. Ça fait partie de ce qu'on appelle la transition épidémique. Chaque fois que les humains changent de mode de vie, bien sûr, il y a des épidémies qui émergent, c'est ce qui s'est passé, et donc on n'a rien fait pour les prévoir. Alors, bien sûr, on peut toujours maintenant accuser les non-vaccinés, c'est notre problème. Nous sommes en quelque sorte face à une imposture, qui est celle de l'idéologie économique. Et mon ami Bernard Baris, qui a été assassiné aussi, comme vous le savez, Charlie Hebdo, m'a fait un peu lire Keynes. Et il y a une phrase de Keynes que j'aime beaucoup, quand il dit que nous serons capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous rapportent pas de dividendes. Ça dit, en quelque sorte, que la maltraitance de la nature aujourd'hui et de l'environnement est en quelque sorte consubstantielle à celle que nous subissons et que nous faisons donc subir à nos patients. Donc je crois que, quelles que soient nos méthodes, et c'est peut-être ce point nouveau qui a parlé aujourd'hui, et c'est un point très fort, c'est un point très fort qui a pu nous réunir, quelles que soient nos méthodes, quelles que soient, si vous voulez, nos références, nous refusons d'être transformés en instrument d'un pouvoir qui transforme l'homme en instrument. Je crois que ça a été très clair, quelles que soient encore une fois nos références. Nous refusons également de considérer que les inégalités sociales ne font pas souffrir. C'est-à-dire qu'il est important aussi que, peut-être, psychologues nous sommes, mais citoyens nous demeurons, et nous savons combien les inégalités sociales sont brutales. Alors nous refusons de considérer, comme Margaret Thatcher, que la pauvreté est une déficience psychologique et personnelle. Nous refusons également de considérer, comme M. Blanquer aujourd'hui,
que les inégalités sociales sont imputables aux troubles d'apprentissage scolaire parce que, justement, les pédagogues n'ont pas été bien formés par les neuroscientifiques. Je ne peux pas dire neuroscientifiques parce que j'adore les neurosciences, c'est d'ailleurs ce que je voulais faire au début avant de mal tourner vers la psychanalyse, c'est pas le problème. C'est l'idéologie des neurosciences comme une idéologie de l'économie qui, justement, considère que les capitaux symboliques, les inégalités sociales n'existent pas. Bref, pour aller vite, pour faire simple, je termine sur une proposition, elle me paraît évidente aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons créer, je dirais, un rhizome des différents archipels. Contrairement à Mme Delphine, je ne pense pas que la multiplication des collectifs soit une mauvaise chose. Je pense que c'est une excellente chose, parce que je suis, comme le poète Édouard Glissant, et comme le poète Patrick Chamoiseau, et comme Achille Mbembe, je suis partisan d'une espèce de créolisation des résistances. Je crois que nous devons partir des différents archipels constitués sans supprimer. Je crois que nous devons partir des archipels qui existent sans justement essayer de les fondre ensemble, ce qui est une aberration, ou sans essayer de gommer leurs oppositions et leurs différences. Nous devons effectivement créer la possibilité d'un rhizome. Et je crois que nous devons créer tout simplement une fédération des organisations de psychologues praticiens. Parce que nombre d'associations qui parlent au pouvoir et auxquelles le pouvoir parle facilement puisqu'ils peuvent les rendre solubles dans leurs idéologies, nombre de ces associations ne sont pas constituées majoritairement de praticiens. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient nos méthodes, quelles que soient nos pratiques, je pense qu'aujourd'hui, il est important de créer cette convergence des organisations de psychologues praticiens. Appelez ça COP22 si vous voulez, ou autre part. Et comme je pense qu'il faut le faire justement à partir des nouveaux moyens technologiques, c'est-à-dire peu importe si aujourd'hui nous sommes 100 ou 200, nous savons très bien que nous allons être des centaines de milliers à revoir cette vidéo. Moi, j'ai une vidéo qui s'appelle « La fabrique des imposteurs », une conférence à Nantes, elle a été vue, Xavier, 1 400 000 fois. Donc, vous voyez, peu importe, nous pouvons, à partir justement des éléments diffusés de l'information, nous pouvons échanger et nous pouvons nous parler. Je pense que la communication n'est pas totalement antinomique avec la parole, dès lors que justement elle est à même de transgresser, je dirais, une simple propagande. Donc, étant donné qu'il faut de nouvelles technologies, je crois que c'est une nouvelle génération de dire comment. Bon, merci Roland. Je plus sois, voilà. Je ne peux que accueillir ce qui vient d'être dit. Alors, et je vais effectivement aussi vous répondre. Oui, on a absolument besoin de faire pont, de faire lien entre les collectifs. Encore une fois, il y a quelque chose qui devait se passer et qui ne s'est pas passé dans la profession, c'est effectivement nous fédérer, nous lier, et aujourd'hui c'est une nécessité. C'est une nécessité presque vitale, absolument fondamentale de résistance. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui dans cette frange historique qui nous permet, nous psychologues, de lutter, ça ne se fera pas. Donc, plutôt que effectivement, et malgré nos différences, et là, effectivement, je valide, c'est-à-dire que nos différences, nos conflits psychiques sont une force, parce que dans une profession qui ne se dispute pas, une profession qui ne se dispute pas, une profession qui ne rentre pas en conflit, c'est une profession morte, qui n'a plus de pensée. Notre richesse, c'est aussi le conflit. C'est aussi effectivement l'incertitude de l'épistémologie. Voilà. C'est ce que disait Patrick Ange, c'est la tension entre des régionalités épistémologiques. Bon. Donc, on doit continuer absolument à faire lien. Donc, la première des choses, on l'a annoncé avec Catherine, c'est effectivement faire un lien entre toutes les forces de praticiens, intercollèges, collectifs, organisations, syndicats, écoles de psychothérapie. Voilà, on va faire un lien entre toutes ces personnes-là
Voilà. Alors, on va réfléchir effectivement à comment on va faire lien, mais ça sera effectivement parce qu'aujourd'hui, on fait lien avec des outils numériques pour aller vite, pour que ça soit mobile. Deuxième chose, deuxième temps, on va interroger démocratiquement ces collectifs, ces organisations, etc., pour trouver entre nous des points de convergence. On a parlé de convergence, et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qui nous rassemble au-delà, effectivement, de nos différences. Voilà. Qu'est-ce qui nous rassemble au-delà de nos différences? Troisième temps, c'est la création, effectivement, d'une organisation inter-organisation pour devenir quoi? Une instance, c'est pas un gros mot, une instance mobile politique, qui soit un interlocuteur privilégié de ces points de convergence et une instance, comme l'a rappelé effectivement Patrick Ange ce matin, de combat. On est dans le combat. Et donc, on est dans la lutte, mais aussi on est dans le combat. Donc, on va continuer à combattre dans cette organisation que j'espère, et ça, il faudra en discuter effectivement, transversale, horizontale. Ça ne sera pas une instance de pouvoir. On ne va pas créer un ordre. On n'est pas là pour avoir le pouvoir, pour être des salariés d'une instance. Ce qu'on veut, c'est gagner la reconnaissance sociale qu'on mérite, les psychologues. Donc, voilà, c'est le message adressé et je vais passer la parole à celles et ceux qui le souhaitent. Ce sera très rapide, puisque c'est juste pour dire que je suis en total accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà, c'est pour moi cette journée d'aujourd'hui, c'était un peu un test, voir si on arrive à être ensemble, à se parler, à avoir un discours qui nous rassemble malgré les divergences et les contradictions. Et puis, c'est une première étape. C'est une première étape. C'est pour cela que si on n'a pas pu beaucoup débattre, j'avais averti un peu tous les gens, notamment de la table ronde dont je me suis occupé. Ne vous inquiétez pas, vous aurez peu de temps de parole, on ne va pas aller loin dans le débat, mais il faut poser les choses de façon ferme, claire, précise, concise, pour l'avenir, pour qu'on puisse ensuite débattre. Donc pour moi, c'est vraiment une première journée qui est une première étape. Et si on arrive à créer ce rassemblement fédératif, quel qu'en soit le nom, eh bien ce sera vraiment gagné, ce sera un bravo. Moi, je voulais juste dire à Delphine, le verre est à moitié vide, mais quand il est à moitié vide, il est à moitié plein. Bon, c'est moi qui dis que c'est fini, non? Oui, bon, ben voilà. Alors, merci de votre présence, en présentiel comme en distanciel. Et puis, on se donne rendez-vous avec une prochaine. Merci.